Alors, après avoir traité les trois premières parties, il nous reste à traiter la partie concernant le repère de Freinet ou bien la base de Freinet. Alors, qu'est-ce qu'une base de Freinet? Une base de Freinet est composée de deux vecteurs unitaires. Un vecteur qui est tangent à la trajectoire, c'est le vecteur U, est orienté dans le sens du mouvement. Alors que le vecteur N, qui est normal à U, qui est perpendiculaire à U, il est orienté vers la concavité de la trajectoire. Donc il est orienté vers le bas dans ce cas parce que la concavité de cette trajectoire est dans le bas. Alors que dans une autre région de la trajectoire, si on se trouve ici, on constate que la trajectoire elle est au-dessus, ça veut dire que N est orienté vers le haut. Et toujours U, U est toujours tangent à la trajectoire. Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur accélération dans cette base? Le vecteur accélération, elle est toujours orientée vers la concavité de la trajectoire. Soit il se trouve entre U et N, soit il se trouve sur N, soit il se trouve derrière le N. Alors, on prend par exemple un cas particulier, si l'accélération est présentée par ce vecteur. Alors, soit A, le vecteur accélération, à la position M. D'accord? Alors, l'accélération présente deux composantes. Une composante suivant U. Alors, si je projette sur U, j'obtiens la composante sur U. Alors, cette composante est appelée AT. Et notée AT. Alors, si je projette sur N, on note cette composante, c'est AN. Alors, dans la base de Freinet, l'accélération a deux composantes, AT, AN. Ça veut dire que, vectoriellement, on peut écrire que le vecteur accélération égale à la composante tangentielle plus la composante normale. Parce que l'accélération, évidemment, se forme vectorielle, c'est la somme des deux vecteurs. Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur accélération suivant U et suivant N? Alors, AT, c'est à retenir, c'est dv sur dt, c'est la dérivée du module de vitesse par rapport au temps. Alors que N, c'est le module de la vitesse carré, divisé par le rayon de courbure. Alors, le rayon de courbure, c'est le rayon d'un cercle. Si on imagine un cercle qui peut contenir le maximum de points de la trajectoire, ce cercle présente un certain rayon. Si j'imagine un cercle à cette position, alors c'est un cercle qui a un rayon très petit, par rapport au rayon de courbure pour le point M. D'accord? Alors, le rayon de courbure, si la trajectoire est circulaire, le rayon de courbure, c'est le rayon de la trajectoire. Alors, une remarque à 6 heures concernant ces composantes. Le module de l'accélération, c'est évidemment la valeur de AT carré plus AN carré. D'accord? Alors, une autre remarque à 6 heures, c'est que on peut, à partir de ces deux coordonnées, déterminer la nature du mouvement. Alors, si je représente le vecteur vitesse à la position M, alors le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Alors, je représente V comme ça. Alors, quelles sont les coordonnées des deux vecteurs? Le vecteur accélération et le vecteur vitesse dans la base de Freinet. Alors, A, c'est AT U plus AN N, d'accord? Ça veut dire qu'on peut exprimer le vecteur accélération par dv sur dt U, parce que AT égale dv sur dt, plus v carré sur ρ fois petit n. Or, le vecteur vitesse est un vecteur qui est toujours porté par U. Ça veut dire que V égale V fois U. Alors si j'effectue le produit scalaire
entre le vecteur accélération et le vecteur vitesse, on aura dV sur dtu plus v carré sur ρ fois petit n. Alors si je multiplie par v, donc c'est vu. Alors si je développe cette expression, le n fois u c'est une valeur nulle parce que les deux vecteurs sont orthogonales. Alors reste à exprimer le produit scalaire sous cette forme. dV sur dt. Alors qu'est-ce qu'on constate d'après ce résultat? C'est que si le produit scalaire est positif, hein, c'est la dérivée qui est positive. Si le produit scalaire est négatif, alors c'est la dérivée qui est négative. Si le produit scalaire est nul, c'est la dérivée qui est nulle, parce que la vitesse n'est pas nulle, parce qu'on est en train d'étudier un point qui est en mouvement. D'accord? Alors si A scalaire V est positif, automatiquement, dV sur dt est positif. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors si la dérivée d'une fonction est positive, ça veut dire que la fonction est croissante. Puisqu'on dérive par rapport au temps, alors on peut déduire que le module de la vitesse augmente avec le temps. D'accord? On peut dire que le module de la vitesse augmente avec le temps. Alors qu'est-ce qu'on peut dire concernant la nature du mouvement? Il s'agit d'un mouvement qui est accéléré. Alors le mouvement est accéléré. Alors si, à notre cas, si A scalaire V est négatif, alors la dérivée du module de vitesse est négative. D'accord? On peut déduire que le mouvement est retardé. Un dernier cas, c'est que si le produit scalaire A scalaire V est nul, on peut déduire que le mouvement est uniforme. Alors, une autre vision géométrique de ce produit scalaire, le produit scalaire entre A et V, c'est le module de l'accélération fois le module de vitesse, ce sont deux grandeurs qui sont toujours positives, fois le cosinus de l'angle que fait l'accélération avec le vecteur vitesse. Ça veut dire que le signe du produit scalaire dépend bien sûr du signe du cosinus. Alors si alpha, l'angle entre l'accélération, le vecteur accélération et le vecteur vitesse, si alpha est inférieur à 90 degrés, le mouvement est accéléré. Si le vecteur accélération forme un angle de π sur 2, hein, c'est le cas du produit scalaire qui est nul, alors le mouvement est uniforme. Si le produit scalaire est négatif, ça veut dire que si alpha dépasse les 90 degrés, ça veut dire qu'on est dans ce cas, dans le cas d'un mouvement qui est retardé. Alors on passe à la deuxième partie concernant les lois de Newton. Alors on va définir d'abord ce que veut dire force intérieure ou bien force extérieure. Alors soit le système constitue d'une caravane, hein, qui tracte, d'une voiture qui tracte, hein, la caravane. Alors j'ai représenté un ensemble de forces, hein, la réaction de la piste sur les deux roues, d'accord, R et R', la réaction de la piste sur les roues de la caravane et le poids de la caravane, la force exercée par la caravane sur la voiture, la force exercée par la voiture sur la caravane. On va distinguer les forces extérieures des forces intérieures. Alors pour distinguer ces deux types de forces, on doit d'abord choisir le système étudié. Alors si je prends la voiture comme étant le système étudié, les forces extérieures sont le poids R, R' et la force exercée par la caravane sur la voiture. Alors si je prends la voiture et le câble et la caravane comme étant le système étudié, on peut lister un ensemble de forces, hein, toutes les forces figurées sur la figure, et on va distinguer ce qui est extérieur de ce qui est intérieur. Alors je vais tout simplement souligner avec le rouge
les forces extérieures. Donc le poids, c'est une force extérieure. Pourquoi? Parce que l'acteur qui exerce cette force, c'est la Terre. Alors la Terre ne fait pas partie du système. Je passe à R. R, c'est la réaction de la piste. C'est une force extérieure. R' aussi, c'est une force exercée par la piste, c'est extérieur. La force exercée par la voiture sur la caravane, hein, on a ici l'acteur et le receveur. Ce sont deux corps, hein, qui font partie du système étudié. Alors c'est une force intérieure. Je vais souligner en vert ce qui est intérieur. La force exercée par la caravane sur la voiture, c'est intérieur. La force exercée par le poids. Le poids P', c'est la force exercée par la Terre. Alors la Terre ne fait pas partie du système étudié. Ça veut dire que c'est une force extérieure. R', c'est la réaction de la piste. La piste ne fait pas partie du système étudié. Alors c'est une force extérieure. Alors dans quel cas on peut considérer que la force est intérieure ou extérieure? Alors si le corps qui exerce la force fait partie du système étudié, c'est une force intérieure. Si l'acteur qui exerce la force ne fait pas partie du système étudié, hein, c'est une force qui est extérieure. Alors, première loi de Newton. La première loi de Newton, ou bien ce qu'on appelle principe d'inertie. Principe d'inertie. Rappel. On a vu, cette loi en tronc commun. Première loi, principe d'inertie, dit que si dans un référentiel galiléen, si la somme vectorielle des forces extérieures qui s'exercent sur un solide est nulle, le vecteur vitesse du centre d'inertie du solide est un vecteur constant. Et on a deux cas, ou bien deux états mécaniques de G, du centre d'inertie. Soit le centre d'inertie est mobile, ça veut dire que la vitesse du centre d'inertie est nulle, soit le centre d'inertie est en mouvement rectiligne uniforme. Et on a eu une certaine équivalence. Si le vecteur vitesse est constante, on peut déduire que la somme des forces extérieures est nulle. Alors c'est le cas de quoi? C'est le cas d'un autoporteur sur la table à coussin d'air. Alors en absence de frottement, la somme du poids plus la réaction de la table à coussin d'air, alors P, R, plus P égale vecteur nul. Alors l'autoporteur, le centre d'inertie de l'autoporteur, se trouve dans les deux cas. Soit il est immobile, soit il est en mouvement rectiligne uniforme. Et on passe à la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Alors, la deuxième loi de Newton, c'est un cas général. Le premier loi de Newton, c'est un cas particulier du deuxième loi. On verra par la suite. Alors, que dit le deuxième loi de Newton? Alors, si la somme des forces, la somme vectorielle des forces extérieures exercées sur un système, bien sûr dans un référentiel galiléen, égale à la masse de ce solide fois le vecteur accélération de son centre d'inertie. D'accord? Et vous voyez que c'est un cas le premier principe d'inertie, c'est un cas particulier. Pourquoi? Parce que on sait que, alors première loi est le cas particulier
du deuxième loi, bien sûr de Newton. Alors, pourquoi? Parce que si le centre d'inertie du système a une vitesse, un vecteur vitesse constant, on sait que l'accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Alors, la dérivée du vecteur vitesse qui est constante est nulle, égale un vecteur nul, et on en déduit que la somme vectorielle des forces extérieures égale vecteur nul. Alors ici, on constate que, évidemment, le premier loi de Newton, ce n'est que un cas particulier de la deuxième loi de Newton.